C'était l'Amen, la pièce terminale du Stabat Mater de Rossini, qui était ici chantée par le chœur de l'Opéra de Vienne avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction de Miu Wunschung, le maestro Miu Wunschung, qui est un homme extrêmement croyant. Et ça me permet de saluer maestro Alfredo Zeda. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez commencer le gros travail sur le Stabat Mater de Rossini qui va être donné à la basilique de Saint-Denis demain soir et mercredi 1er juillet dans le cadre du festival de Saint-Denis avec l'Orchestre national de France, des solistes dont vous nous parlerez tout à l'heure. Votre direction, le chœur d'oratorio de Paris, chef de chœur Jean Souris et le madrigal de Paris. Il faut beaucoup de monde pour faire cette œuvre. Juste comme ça, en passant, vous connaissiez pas, vous avez enregistré presque tout Rossini, mais pas le Stabat Mater. Jamais. C'est drôle parce que c'est une opéra que j'ai dirigé beaucoup de fois, que j'aime en particulier et qui, je crois aussi, qui je réalise avec une certaine sûreté. Oui, après. Mais, je l'aime beaucoup. C'est un Rossini, c'est le plus expressif Rossini que je connais. C'est le point le maximum de son expression humaine et romantique. Il a donné dans cette musique religieuse, disons religieuse, entre, comment vous savez que la religiosité de Rossini et en général des compositeurs italiens, c'est toujours un peu doutable. C'est une religiosité très humaine. Quelquefois, on a une façon de demander la religiosité, c'est comme en imposant. Nous demandons la paix, pas en suppliante, mais comme un droit à l'avoir. On la demande avec une force, quelquefois avec un peu blasphème, comme dire. Rossini, il s'y trouve de l'énergie qui, quelquefois, lui manque dans des expressions amoureuses ou dans les grandes expressions dans l'opéra. Mais il s'y trouve, je crois, on respire, génial. Alors, vous disiez à l'instant, quand vous avez commencé à parler, dans cet opéra, c'est pas un opéra, le Stabat Mater. Ce n'est pas un opéra, mais si, ça c'est un peu le problème de Stabat Mater, parce que c'est le même problème de Requiem di Verdi. On peut partir aussi d'un opéra, mais ça ce n'est pas juste. Prenez l'air du ténor, par exemple. Oui. Si on le voit en soi-même, si on oublie que c'est une Stabat Mater, on la chante dans une tonalité, pam papi. Mais si vous faites ça, il n'y a pas de sens. Mais si on le fait, à la fois, Rossini suggère des interprétations qui sont contre lui, à première vue. Et il faut être très critique avec la musique de Rossini et partir pas par le cœur, par la sensation initiale, mais à partir de la tête, de raisonner sur ça. Et voilà, alors on comprend qu'on peut faire et arriver en douceur, arriver à une expression contraire de ce qui paraît être au moment. Pas s'arrêter aux premières impressions. Mais donc il faut beaucoup de maturité finalement pour jouer cette musique. Il faut beaucoup de maturité. Rossini demande à ses interprètes d'aller beaucoup plus loin que le signe musical qu'on voit. Et il demande une participation créative, active, proprio créatrice. Ça, c'est aussi le privilège de l'interprète rossinien. Mais c'est ça la raison pour laquelle, pour chanter Rossini, on doit avoir des divi, des premières classes. On ne peut pas faire du Rossini avec des artistes de deuxième classe. On peut faire très bien Puccini, quelquefois Verdi même. J'ai entendu des Traviata très, très mal chantés, mais toujours on touche l'âme, parce que la musique, c'est tellement plein de choses. Mais avec Rossini, il faut adjoindre quelque chose. Non parce qu'il manque pour cela, mais parce qu'il te laisse l'espace pour cela. Et ça, c'est un privilège pour nos interprètes, parce qu'il nous donne la possibilité de participer avec notre talent, avec notre fantaisie, avec notre énergie personnelle. C'est à l'interprète de faire une bonne partie du chemin, s'il veut y arriver. Il doit faire une bonne partie. Alors ça semble quand même assez antinomique avec l'image habituelle qu'on a de Rossini écrivant ses airs sur un coin de table, dans un café,
comme si ça sortait. C'est un petit peu comme Mozart, finalement. On croit toujours que Mozart, c'est la facilité, mais c'est aussi... Mais c'est tout à fait différent, je crois, parce que Mozart, c'est la facilité, mais il a écrit tous. Rossini, beaucoup de choses qu'on doit faire ne sont pas écrites, sont entre. Il y a, ils sont suggérés par lui. Il te donne la possibilité, avec même cette possibilité d'intervenir sur les textes qu'il nous a enseignés, il nous a renseigné, mais pas seulement à travers la variation, comme dire l'abellimento, la fioritura, pas seulement ça, mais sans l'écriture qui utilise un vocabulaire musical qui est très anonyme, très anodine. Ça n'est pas pour manque d'expression, mais pour te donner la possibilité de donner ta expression, ton expression à cette figuration anodine et la transformer dans une émotion, la transformer dans une signification particulière, en effet, dans une fête d'art. Alors justement, comment est-ce que ça s'est transmis? Parce que si c'était oral, si on savait que il fallait faire certains embellissements, certaines vocalises que c'était dans l'habitude, il a fallu que les chanteurs transmettent leur partie. On sait qu'il y a une partie du chant rossinien qui s'est perdue et qui s'est retrouvée ensuite à la moitié du XXe siècle. Si, c'est facile de le retrouver si on reste, si on chante Rossini, si on entre un peu dans son monde, dans sa vocalité, dans l'esprit de cette vocalité, qui c'est un plaisir, vous savez, le belcantisme n'est pas seulement une façon de chanter, c'est une façon de penser la vocalité, de vivre la vocalité. Si vous entrez dans cet esprit, vous arrivez tôt à avoir votre personnalité en respectant la directive générale qui existe. Vous n'êtes pas tellement libre comme il semble. Mais cette liberté, vous la gagnez avec la connaissance de ce langage. Elle devient votre langage. Et vous parlez comme Rossini, et Rossini parle comme vous. Devient un mélange naturel. Et donc, il y a une possibilité d'évolution de l'interprétation. D'évolution continue. Je crois que, en effet, on m'a demandé souvent de publier des variations de Rossini. Je peux le bien faire, et peut-être qu'un jour on va les publier, mais c'est du mal. Parce que la variation, si on la trouve écrite, si c'est déjà fait, alors n'est plus une variation, elle doit naître de l'artiste même dans la situation particulière. Mais ça, c'est très vrai. Vous savez, un pianiste comme Badura Skoda, qui a fait des éditions de Haydn, des sonates de Haydn, avec les variations inscrites en bleu sur la partition, les pianistes disent que ça les gêne. Ça les gêne parce que une fois qu'ils ont étudié, qu'ils se sont pénétrés du style, des petits ornements qu'il faut rajouter pour que la mélodie donne tout son sucre, toute sa sève. C'est ça. Une fois qu'ils les pensent, ils n'ont pas besoin de les voir écrits. C'est comme écrire le continuo dans la musique baroque. Si vous écrivez le continuo, le continuiste n'est pas aidé, il est bloqué de ça. Ou marquer les standards dans le jazz. Les standards dans le jazz, c'est pareil. En effet, les mélodies de John Coltrane, quand elles sont écrites, elles sont plus... entre le geste et l'écriture belcantistique in ce sens, dans l'esprit du belcantisme. Alors écoutez, Maestro Zeda, on va entendre un extrait de Tancrède, les fameuses variations sur Dittanti Palpiti, qui ont été chantées quand même. Et on va rendre hommage à Lucia Valentini Terrani. Oui. C'était une grande rossinienne, vraiment une grande rossinienne. Elle a fait beaucoup pour la renaissance de ce compositeur. Et donc vous l'avez dirigé avec l'orchestre de la RAI, de Turin. Oui, il y a quelques années.
la grande Lucia Valentini Terrani dans O Patria, avec les variations di Tanti Palpiti, extrait du Tancrède de Rossini, avec l'orchestre de la Raille de Turin sous votre direction, Alberto Zedda. C'est beaucoup d'émotions, naturellement, à entendre cette voix chère, disparue aujourd'hui depuis peu. Valentini Terrani qui met beaucoup de simplicité, qui met beaucoup de naturel, c'est qui correspond bien à ce que vous disiez finalement tout à l'heure. Ce naturel, cette manière de chanter vrai. Si, ici, par exemple, il faut faire de la virtuosité sans donner le sens de la virtuosité, en transformant en simplicité la virtuosité qui c'est son contraire. Elle n'est pas facile, mais d'annuler le sens de la présence du virtuosisme et le transformer en douceur, en légèreté, en simplicité, comme vous disiez. Mais il y a aussi, on parle toujours des chanteurs, parce que Rossini, quand même, c'est l'ange des chanteurs, mais l'orchestre rossinien demande beaucoup de légèreté. Si, de légèreté, mais aussi de la présence. C'est-à-dire, l'orchestre, c'est un dialogue avec les voix. Hein? Et la participation de l'orchestre doit être légère, mais suggérée, comme dire, doit participer à l'image que le chanteur veut donner. Et quelquefois suggérer l'image. Ouais. Quand même répondre à l'image. Alors, n'est pas une orchestre passive, légère et passive. Doit être légère, mais active, participer, suggérer. N'est pas seulement un soutien. Oui, c'est un peu couleur, quoi, un soutien. C'est pas comme Bellini, par exemple. Pas comme Bellini, pas comme Donizetti. Mais je ne dirais aussi pas comme Mozart, par exemple. Mozart, c'est un splendide soutien de l'orchestre. Mais non, Rossini, c'est part du dialogue. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que pour Rossini, il y a des chefs d'orchestre qu'on pourrait dire rossiniens, comme il y a des chefs d'orchestre qui sont plus mozartiens ou plus wagnériens? Est-ce que ça a un sens pour Rossini? Il y a le directeur rossinien, c'est celui-là qui comprend et respecte le droit de la voix. Alors, si nous ne sommes pas... Le chef d'orchestre d'habitude part de l'orchestre. Avec Rossini, on doit partir de la voix. C'est-à-dire que je dois accepter des fois des tempi qui ne sont pas prévus pour moi, mais qui sont nécessaires à la voix qui, en ce moment, je dirais... est en train de chanter, oui. Parce que le droit principal, l'expression principale vient de la voix avec Rossini. Et alors, le chef doit être plus un concertatore qu'un direttore. Qu'est-ce que ça veut dire un concertatore? Il doit se régler tout ce que son orchestre, ses tempi, sur l'expression vocale qui lui-même a décidé, n'est pas seulement le chanteur qui décide, mais dans les répétitions, on trouve ensemble le discours vocal, la solution vocale la plus propre pour l'expression qu'on doit donner en ce moment, la plus propre à la musique rossinienne de ce moment. Et puis, il doit régler son orchestre en conséquence. Ça, c'est quoi, le chef rossinien. C'est pas donné à tout le monde. Mais pas donné à tout le monde parce qu'il faut être, modeste. Il faut savoir renoncer à son propre... son propre ego de chef d'orchestre. Oui. Quelquefois, tu voudrais un tempo beaucoup plus vite, mais si ça n'est pas possible, tu dois respecter les limites de la voix qui tu as choisie, qui tu as acceptée, qui en ce moment travaille avec toi. Et en plus, il y a parfois les régisseurs, enfin les metteurs en scène qui vous imposent des tempos avec les costumes, surtout dans Rossini. Prenez un voyage à Reims, c'est pas... c'est de la rigolade, mais justement... La mise n'est pas encore complètement résoudre. Comme vous avez mis, la dramaturgie rossinienne, c'est très particulier. Parce que c'est loin du réalisme, du vérisme, du psychologisme. Il a besoin d'une mise en scène un peu particulière. Ce sera l'objet d'une autre émission. C'est un metteur en scène. problème. Alors, à côté de vos activités très grandes de chef d'orchestre, vous dirigez quand même à Pesaro une académie qui est quand même très importante. Pesaro, c'est la ville natale de Rossini, donc c'était normal que ce soit là. Il y a un très beau théâtre
À Pesaro, sì, sì, Il est pas mal le particolare- théâtre. pas mal, Et ma à côté, à Fano aussi. Hein. fanno ouvert un nouveau théâtre qui Ouais. célèbre à son temps, le théâtre de la Fortuna. Il était détruit par la guerre, il est reconstruit, et on l'a ouvert cette année. Et à Fano, c'est un peu, comme dire, du point de vue vocal, c'est un peu une dépendance de l'Académie rossinienne, parce que dans Ah ouais. l'Académie rossinienne, je trouve des chanteurs qui apprennent à chanter bien, parce que, vous savez, pour chanter Rossini, il faut avoir de la technique, il faut connaître tous les éléments du belcantisme, dans le thriller, la messa di voce, tout les... C'est quoi la messa di voce? C'est La une sorte messa de di voce, c'est crescendo? partir très piano avec une note, puis la élargir, crescendo, et puis la diminuire. Mais ça n'est pas seulement mécanique, doit être rempli d'émotions. Ça, c'est la différence. Ouais, parce qu'on entend souvent les amateurs de lyrique dire « Ah, la messa di voce, La extraordinaire !» messa di C'est voce, ça, c'est un contrôle, demande un grand contrôle. comme un souffle. Surtout si on la voit, ce n'est pas une solution mécanique, mais ça doit être aussi une solution expressive. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Maître Zeda, on vous écouterait encore beaucoup. Disons que pour résumer, hein, cette académie que vous dirigez forme des chanteurs. Donc, vous travaillez sur le style, vous travaillez sur le répertoire, vous travaillez sur les différentes versions, sur les partitions originales. Donc, vous faites tout ce travail d'approche de Rossini qui n'est pas si évident que ça, comme vous le disiez tout à l'heure. On travaille aussi avec des artistes qui sont déjà en carrière, jeunes, mais déjà, et qui viennent apprendre justement la caractéristique de ce chant rossinien, qui c'est la clé pour chanter aussi bien tout le belcantisme avant de Rossini, c'est-à-dire le baroque, par exemple. Enfin, en Italie, on peut chanter du baroque aujourd'hui. Ça est grâce à Rossini, selon vous. Grâce à Rossini. Oui. Tout le monde va chanter mieux. Parce que Rossini, c'est le plus grand scorer pour la voix. La plus grande école, oui. Oui. Alors, avant de nous dire au revoir et de rappeler aux auditeurs ces deux concerts que vous donnez à la Basilique de Saint-Denis, donc avec le Stabat Mater, et justement une jeune femme qui vient de votre académie, qui s'appelle Anna Maria D'Imico, qui vient remplacer Maïté Araburena, avec Maria Bayo, qui est en pleine ascension, Juan Diego Flores et Felipe Bou, pour dire les 4 solistes de ce Stabat Mater. Donc demain et après-demain soir à la Basilique de Saint-Denis. Après-demain soir, ce sera d'ailleurs diffusé sur France Musique, hein, en direct. Oh là Je vous le dis, si votre organisateur ne vous l'avait pas dit, je vous le dis. Je dois dire que c'est une émotion de faire cette pièce dans la Basilique des Rois de France. Ah bah oui, c'est une émotion. Ça va sonner extraordinairement, ça c'est sûr. Alors, on va entendre un désert alternatif, c'est-à-dire... mais il faut que vous nous en disiez un mot, bien qu'il soit 39, et je m'excuse, mais juste un tout petit mot sur cette air de Mahomet, qui est pas dans la partition, mais que vous avez retrouvé, que vous avez fait enregistrer à Marilyn Horne. Si, c'est un phénomène très particulier. Rossini a écrit cet air célèbre, et il a écrit 2 versions complètes vocales sur la même partition, sur l'autographe, sur l'original. Nous avons 2 lignes vocales tout à fait différentes. Est incroyable, et c'est difficile de choisir l'une ou l'autre. Tout le monde connaît une parce que c'est la seule publiée. Aujourd'hui, on va publier aussi la deuxième. On aura dû choisir. Et ici, vous pouvez entendre la deuxième ligne, la ligne alternative de cette pièce, que c'est une version complètement entière.
C'était Air de Mahomet le second de Rossini, qui était chanté, attention, par Marilyn Horn, direction Alberto Zeda, ici présent. Donc c'était l'air alternatif, celui qui était marqué sur la partition et qu'on ne joue pas d'habitude. Donc les, les spécialistes de Rossini auront peut-être découvert quelque chose s'ils ne le connaissent pas, hein, on ne sait jamais. Et voilà. Et donc Alberto Zeda dirigera l'Orchestre national de France, les solistes que j'ai dit tout à l'heure, plus le chœur d'Oratorio de Paris, de direction Jean Souris, le Madrigal de Paris à la basilique Saint-Denis, demain et mercredi 1er, en direct sur France Musique mercredi, juste avant les quarts de finale France-Italie, à Saint-Denis, à quelques mètres de la basilique, où peut-être le maestro Zeda restera.